Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette dernière vidéo de secret à Disneyland Paris avec le chapitre Discoveryland. Après avoir étudié les secrets de Main Street USA, Fantasyland, Frontierland et Adventureland, aujourd'hui, direction le land des visionnaires avec Discoveryland, un land encore une fois éprouvé par le temps. Arriverai-je vraiment à trouver 100 secrets ? Réponse en fin de vidéo. Allez, on y va. Discoveryland aujourd'hui, c'est pour beaucoup de visiteurs le land de Star Wars et de Buzz, mais à l'origine, c'était un land bien différent où l'inspiration première de ses créateurs était souvent des œuvres du père de la science-fiction, Jules Verne. Si le thème vernien disparaît peu à peu au fil du temps, il reste néanmoins quelques traces de l'influence steampunk ça et là dans le land, et au moment où j'écris cet épisode, Discoveryland est encore le land des visionnaires du passé, et nul doute que vous le verrez différemment après avoir vu cette vidéo. Donc, sans plus attendre, découvrons ensemble les secrets de Discoveryland à Disneyland Paris. Avant toute chose, revenons sur le thème de Discoveryland. Futur, passé, découverte. Finalement, c'est un peu tout ça à la fois. Discoveryland est un rétrofutur, c'est-à-dire un land décrivant le futur tel qu'il était vu par les visionnaires et inventeurs du passé. Et plus particulièrement par Jules Verne, dont le Discoveryland d'origine était largement inspiré. Le style steampunk qui définit le land est d'ailleurs aussi considéré comme vernien. Jules Verne faisait d'ailleurs jadis pleinement partie de Discoveryland, vous vous en rendrez compte dans cette vidéo. En optant pour l'idée d'un rétrofutur, les Imagineers s'assuraient de la longévité du land, qui ne serait jamais vraiment dépassé et serait donc intemporel, contrairement au Tomorrowland des autres parcs Disney, qui représentent quant à eux le futur et qui doivent constamment évoluer pour rester vraiment pertinents. De plus, l'entrée de Discoveryland est bien différente des autres entrées de land du parc Disneyland. Ici, il n'y a aucune arche, aucun fort à traverser, mais un chemin, une voie à emprunter comme la découverte progressive d'un monde différent. La sphère qui marque l'entrée de Discoveryland n'a d'ailleurs pas été choisie au hasard. Il s'agit d'une sphère armillaire, un instrument jadis utilisé en astronomie pour modéliser la sphère céleste. Cette sphère montre le mouvement apparent des étoiles, du soleil autour de la Terre, et initialement, celle-ci était d'ailleurs animée. Je vous laisse deviner encore une fois pourquoi ce n'est plus le cas aujourd'hui. Sous la sphère, justement, se trouve un secret sur lequel nous marchons souvent sans le voir. Et pour le voir, prenons de la hauteur. Ainsi, vous découvrirez une spirale. Celle-ci représente d'une part un nautile, qui fait bien sûr écho à un certain Nautilus dont on va reparler très rapidement. Ce nautile, ou cette spirale, est également la représentation du nombre d'or, une proportion souvent utilisée pour les plus célèbres œuvres d'art ou d'architecture de notre histoire. Dès le début, le ton est donné, Discoveryland est, ou était, le land des visionnaires et des grands esprits de ce monde. Non loin de cette spirale se trouve le bureau des passes annuelles. Le bâtiment abritait jadis le café des visionnaires, dont je vous reparlerai prochainement dans une vidéo décor disparu, je pense. De cette époque, il ne reste aujourd'hui que cette superbe fresque derrière les comptoirs, représentant Jules Verne et certaines de ses œuvres, dont 5 semaines en ballon, De la Terre à la Lune, 20 000 lieues sous les mers, Voyage au centre de la Terre, pour ne citer que celle-ci. À l'extérieur, ne vous êtes-vous jamais demandé ce qu'étaient ces gros blocs rocheux et la raison de leur présence ? Il s'agit en fait de rochers d'origine volcanique, comme si tout le land était en fait installé sur un volcan, justement. Les attractions sont d'ailleurs toutes entourées de ces fameux rochers, donnant l'impression de surgir du noyau de la Terre comme des mini-volcans. Tim Delaney, le directeur artistique de Discoveryland, précise d'ailleurs en racontant l'histoire du land qu'elles ont été conçues et placées de sorte à laisser croire qu'elles puisaient leur force dans l'énergie produite par ces petites poches volcaniques. A l'origine, cette idée d'île volcanique faisait aussi référence bien sûr à l'arrivée de ce qui devait être Discovery Mountain et qui sera finalement Space Mountain de la Terre à la Lune. Le lagon à l'entrée de Discoveryland appuyait autrefois cette idée d'île volcanique et en 1992, je vous en ai déjà parlé, celui-ci disposait même d'effets de feu et de fumée comme si les rochers étaient encore en fusion. Aujourd'hui, ce détail historique de roches en fusion n'est visible que de nuit lorsque le lagon est allumé et que l'eau bouillonne. Avançons un petit peu, jusqu'à Constellation. À l'extérieur de la boutique, ce bas-relief est composé de plusieurs éléments de Discoveryland. Le dirigeable du Café Hyperion, le Nautilus, le vaisseau de la Columbiad faisant référence à la version originale de Space Mountain, l'une des voitures d'Autopia, la ville du futur de Solaria, liée à la storyline d'Autopia d'ailleurs, le Star Speeder de Star Tours,
le Soleil et les roquettes d'Orbitron, et bien sûr, la Lune, les constellations et le Nautile évoqués en début de vidéo. Constellation abritait d'ailleurs jusqu'à récemment une vitrine figée dans le temps. Située sur le côté gauche de la boutique, elle présentait des maquettes d'une autre époque. Hélas, depuis 2020, celle-ci est cachée par une porte de service mais reste visible des plus curieux. Je vous avoue que j'espère secrètement que ce détail reviendra un jour, sans la porte de service. Juste en face de Constellation, au niveau du snack Cool Station. Observez bien ces caisses. Vous y verrez des inscriptions venues d'une autre galaxie. Je n'ai pas réussi à déchiffrer ce qu'il était écrit en revanche. Juste derrière, sur ces 3 colonnes, la citation « Tout ce qui est dans la limite du possible doit être et sera accompli » est signée de Jules Verne et elle est tirée du roman de 1880, La maison à vapeur. Tout près de ces colonnes, Autopia héberge elle aussi quelques secrets. Le premier, ce Mickey caché, parmi les arbres du décor de cette photolocation à l'entrée de l'attraction. Autre secret intéressant, le design des 60 véhicules qui circulent sur le parcours. Inspiré du style Art déco, celui-ci diffère pour chaque voiture, parfois à quelques détails près, rendant chaque véhicule unique. À Disneyland Paris, Autopia est inspiré du court-métrage Disney Magic Highways de 1958. On y retrouve ce style si particulier de futur, un petit peu rétro, qui donne toute sa saveur au design de l'attraction. Les véhicules que vous conduisez ne sont d'ailleurs pas vraiment des voitures, mais des Astro Coupe 9000, comme le mentionne cette publicité sur le parcours. Le parcours, justement, est jalonné de publicités. L'une fait mention de Solaria, la cité de l'éternel été, que l'on apercevait jadis pendant l'attraction mais qui a été retirée peu après 2006. Une autre met en scène un couple, rappelant le tableau American Gothic de Grant Wood, tandis que la dernière fait mention du Rocket Café que vous retrouverez derrière Space Mountain, mais qui est hélas souvent fermé. Enfin, sur celle-ci, faites attention à la main du personnage, elle est animée. Comme beaucoup d'attractions Disney, Autopia est une attraction existant également à Disneyland et à Walt Disney World. En revanche, notre parcours est unique, combinant le meilleur de ses 2 prédécesseurs avec les nombreux virages de la version californienne et la longueur de celui de Floride. Petit vestige du passé, l'ancien logo de l'attraction est encore visible sur le haut de l'entrée côté Space Mountain. Traversons et dirigeons-nous vers Orbitron. Inspirée des outils antiques d'astronomie, comme la sphère à l'entrée du land, cette attraction rend particulièrement hommage à Léonard de Vinci. Une citation de l'inventeur, pouvant être traduite par « Le soleil ne bouge pas », figure d'ailleurs sous l'enseigne de l'attraction. Le soleil, justement, est littéralement au centre de l'attraction qui représente en réalité le système solaire. Ici, les constellations sont incarnées par les véhicules de l'attraction qui tournent autour du soleil, le centre de la structure. Chaque fusée représente donc un signe, dont le symbole se trouve d'ailleurs sur l'aileron de celui-ci. Les constellations représentées sont également présentes dans la file d'attente de l'attraction, où chaque signe zodiaque est représenté par un cadran doré accompagné de ses coordonnées stellaires, ainsi que son symbole astrologique. Depuis la réhabilitation de 2020, les constellations et leur position par rapport au Soleil sont aussi affichées sur 2 panneaux de la file d'attente. Côté design, les Imagineers ont déclaré s'être inspirés des BD des années 30 de Buck Rogers et Guy Leclerc pour les fusées de l'attraction. Enfin, ces mêmes fusées ont un petit secret pour nous faire croire qu'elles sont plus rapides qu'elles ne le sont vraiment, elles tournent dans le sens inverse des planètes qui les entourent. Dernier secret d'Orbitron, il y a un petit Mickey caché qui a été rajouté lors de la réhabilitation de 2021. Il se trouve juste là. Revenons en arrière et dirigeons-nous vers Buzz Lightyear Laser Blast. Inaugurée en 2006, l'attraction est venue remplacer le Visionarium, un spectacle au cours duquel le robot Timekeeper embarquait les visiteurs dans un voyage dans le temps à 360 degrés avec l'espiègle Nine-Eye. Jules Verne, encore lui, et H.G. Wells y faisaient une apparition très remarquée d'ailleurs. L'arrivée de Buzz à cet endroit est aussi le premier coup porté au thème vernien d'origine de Discoveryland. Si l'attraction est un succès côté visiteur, sa présence ici n'en reste pas moins régulièrement critiquée. Du Visionarium, il reste aujourd'hui Nine-Eye, cet étrange robot que vous avez peut-être aperçu au début du parcours pendant le ride de Buzz Lightyear Laser Blast. Nine-Eye était l'un des 2 robots qui présentaient le spectacle du Visionarium jusqu'à 2004. Autre vestige de cette époque, la maquette du bateau, autrefois exposée au plafond pendant le pré-show du Visionarium, est désormais exposée dans la salle d'attente du restaurant Captain Jack à Adventureland. D'autres éléments de l'ancien pré-show sont quant à eux conservés ou exposés en coulisses, tandis que plusieurs affiches et illustrations ont trouvé leur place dans la salle Discoveryland du restaurant Walt's, un American Restaurant sur Main Street USA. Enfin, la musique du Visionarium est également encore diffusée aujourd'hui à bord du Railroad à son entrée en gare de Discoveryland Station. Revenons à Buzz Lightyear Laser Blast et entrons dans l'attraction.
Dans la file d'attente, 2 scores inatteignables sont affichés sur les véhicules des aliens. Personne n'a encore trouvé à quoi ils correspondaient, mais on devine qu'il s'agit de dates américaines, le 4 février 64 et le 21 novembre 64. Notez que ces dates sont aussi présentes dans les files d'attente aux US et au Japon, ainsi que dans celles de Toy Story Midway Mania. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Toujours dans la file d'attente, ce Mickey caché est très célèbre, et c'est l'un des rares Mickey cachés d'ailleurs à être dessiné de profil. Sur un autre mur, les planètes portent toutes des noms, tous plus imprononçables les uns que les autres, mais l'une d'entre elles a retenu mon attention lors de mes recherches de secrets. La planète Shock Blue. L'Imagineer ayant créé le concept de Buzz Lightyear Laser Blast s'appelait Chuck Ballou. Coïncidence? Aucune chance. À partir de là, on peut imaginer que plusieurs autres planètes rendent hommage aux artistes ayant travaillé eux aussi sur l'attraction. Un petit peu plus loin, vers l'audio-animatronique de Buzz, sont disposées des piles un peu spéciales. Si l'on en croit leur emballage, elles ont été fabriquées à Glendale en Californie au siège de Walt Disney Imagineering. Avançons encore un peu, avant d'embarquer, observez les véhicules de l'attraction. Sur leur côté, vous lirez l'inscription XP41. Petit fait amusant, en Floride, les véhicules affichent XP37, à Tokyo XP38 et en Californie XP40. Les véhicules de Disneyland Paris étant plus récents, ils affichent logiquement XP41 pour faire suite aux versions qui l'ont précédé. Dernier secret concernant Buzz Lightyear, même si ce n'en est pas vraiment un pour les habitués, le médaillon de Zurg, situé sur son torse, est une cible invisible qui vous rapportera 50 000 points si vous la touchez. Et c'est grâce à lui que vous ferez le fameux score 999 999. Allez, direction le Café Hyperion maintenant. Celui-ci tire son nom de la rue où se trouvait le tout premier studio d'animation de Walt Disney à Hollywood. En effet, de 1926 à 1941, les studios Disney étaient situés au 2719 Hyperion Avenue à Los Angeles. Le dirigeable iconique qui surmonte l'entrée du restaurant n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, inspiré d'une œuvre de Jules Verne cette fois-ci. C'est la reproduction du dirigeable utilisé dans le film Disney L'île sur le toit du monde, sorti en 1974, lui-même inspiré du roman The Lost One de Ian Cameron, sorti en 1961. En 1992, ce dirigeable était d'ailleurs le plus grand décor jamais installé dans un parc Disney. Le film L'île sur le toit du monde a d'ailleurs indirectement inspiré Discoveryland à Disneyland Paris. Comment? Avec ce concept art de Discovery Bay, prévu à l'origine pour Disneyland en Californie alors que le film n'était pas encore sorti. Ce concept mettait en scène l'Hyperion et le Nautilus, issus d'un autre film Disney sorti quelques années plus tôt, mais hélas, faute de succès pour l'île sur le toit du monde, le projet fut avorté avant d'être déterré quelques années plus tard lors de la conception de notre Discoveryland. Sur l'Hyperion toujours, levez les yeux pour découvrir une cage accrochée à l'un des côtés du dirigeable. Vous y verrez quelques pigeons voyageurs qui attendent d'accomplir leur mission. À l'extérieur, ce panneau qui présente aujourd'hui le menu du restaurant, affichait jadis la storyline du lieu, contant à qui prenait le temps de le lire l'histoire de l'Hyperion et de son capitaine disparu à l'aube de son 50e voyage. Je vous avoue encore une fois que j'espère secrètement que ce détail reviendra un jour. Juste avant de rentrer dans le restaurant, regardez au sol pour découvrir une grande rose des vents. Entrons à l'intérieur. On dit que les comptoirs servant aujourd'hui de repas étaient jadis utilisés pour acheter des billets pour les destinations lointaines desservies par le dirigeable Hyperion. Ces destinations seraient celles que l'on voit au-dessus avec ces illustrations délicieusement rétro. Sur le mur, près des comptoirs, se trouve une grande horloge sur laquelle vous pourrez observer 2 dirigeables. Celui-ci, très visible, et le deuxième, plus petit au bout de l'aiguille des secondes. Direction Space Mountain maintenant, ou actuellement Hyperspace Mountain. L'esthétique de notre Space Mountain est unique au monde. Son dôme cuivré diffère des autres Space Mountain qui sont eux d'un blanc immaculé. C'est aussi le seul Space Mountain à avoir un canon latéral, dont l'origine vient bien sûr de son thème premier inspiré du roman De la Terre à la Lune de Jules Verne. Encore. Je vous en ai parlé dans d'autres vidéos. Space Mountain est le résultat final d'un projet initialement baptisé Discovery Mountain. Le nom ayant été changé très peu de temps avant son inauguration, les initiales DM avaient déjà été installées un peu partout autour et dans le dôme. De cette époque, il ne reste aujourd'hui que celles-ci qui peuvent être encore vues sur le pont menant à la file d'attente de l'attraction. De Discovery Mountain, il reste aujourd'hui ces 2 gros hublots, au-dessus de Vidéopolis. Installés dès 1992, ils étaient prévus pour être liés à la montagne à venir par 2 passerelles transparentes, mais le projet fut avorté suite au déboire du parc à son lancement.
Ces passerelles auraient dû mener à une plateforme d'observation à l'intérieur de Discovery Mountain. Si vous voulez en savoir plus d'ailleurs sur Discovery Mountain et tout ce que ça impliquait, je vous invite à redécouvrir la vidéo que j'avais postée à ce sujet il y a quelques temps. Space Mountain donc a été inauguré le 31 mai 1995 par Buzz Aldrin, l'un des hommes ayant été sur la Lune. Parfait pour mettre le thème original de l'attraction à l'honneur puisque celle-ci s'appelait jadis Space Mountain, de la Terre à la Lune. Le socle du canon à l'extérieur et ce panneau en haut des escaliers près du quai d'embarquement font mention d'un Baltimore Gun Club. Il s'agit d'un vestige de la version de 1995 qui rendait hommage au livre De la Terre à la Lune, le Baltimore Gun Club étant le club à l'origine de l'idée d'un projectile à destination de la Lune dans le roman de Jules Verne. Le nom Columbiad fait référence quant à lui au nom du canon qui tirera le projectile à destination de l'espace, toujours dans le livre de Jules Verne. Un schéma de celui-ci est d'ailleurs toujours présent dans la file d'attente. Dans la file d'attente, justement, sur le plafond de la dernière salle où vous retrouverez d'ailleurs le schéma du canon Columbiad, vous retrouverez certaines constellations qui portent des initiales et des chiffres. Celle-ci rend hommage au créateur de l'attraction qui était aussi le directeur artistique de Discoveryland, Tim Delaney, né en 1948. Dès lors, on imagine que d'autres constellations correspondent à d'autres artistes ayant travaillé sur Space Mountain dans les années 90. Autre vestige de Space Mountain de la Terre à la Lune, ce lustre, au design steampunk lui aussi. En voyant tout ceci, vous comprenez sans doute mieux pourquoi je déteste tant le thème Star Wars actuel, qui n'a rien à voir avec le dôme dans lequel il est installé. Dans la dernière salle avant l'embarquement toujours, on peut lire deux inscriptions. La première, Ad Luna Inflamma Gloria, peut se traduire par vers la lune dans un embrasement de gloire. La seconde, Ad Luna Inflatula Gloria, en revanche, n'est qu'une blague des concepteurs de l'attraction puisque flatula n'existe pas en latin. Mais je vous laisse deviner à quoi ça fait allusion et le lien avec l'explosion qu'on entendait jadis à chaque lancement de train. Derrière Space Mountain se trouve le Rocket Café, évoqué plus tôt à Autopia. Il est hélas trop souvent fermé, mais si un jour vous le voyez ouvert, observez la tasse à l'intérieur de ce kiosque. On croirait presque qu'elle fume vraiment, même s'il ne s'agit là que d'une lamelle en plastique tournant sur elle-même. Une fois ici, faisons un détour dans la file d'attente de Discoveryland Theater. Vous y observerez 3 praxinoscopes différents, mettant en scène une petite ampoule. C'était le logo de l'ancienne attraction Chérie, j'ai rétréci le public, fermée en 2010. Vous retrouverez d'ailleurs encore cette ampoule un petit peu partout dans le théâtre, notamment au niveau des portes de sortie de la salle principale. Revenons sur nos pas pour nous diriger vers Star Tours. L'aventure continue. Cette version de l'attraction a ouvert en 2017, après une longue fermeture pour transformation. Autrefois, un seul voyage était proposé aux visiteurs, mais depuis 2017, chaque voyage est différent et vous pouvez désormais découvrir plusieurs destinations si vous faites plusieurs fois l'attraction pendant votre séjour. On dit qu'il y a jusqu'à 1890 combinaisons différentes possibles, composées entre autres de 10 destinations différentes et de l'intervention d'une dizaine de personnages issus des 9 films Star Wars. À l'intérieur, dans la file d'attente, de nombreuses références à l'univers Star Wars sont diffusées en audio. Vous pourrez en effet entendre tour à tour des annonces telles que « Le propriétaire du véhicule THX 1138 est prié de déplacer son véhicule immédiatement », référence au tout premier film de George Lucas, ou encore « Monsieur Han Ford, veuillez rejoindre votre groupe », en référence à Harrison Ford, l'interprète de Han Solo. Et il y en a plein d'autres, alors tendez bien l'oreille. Toujours dans la file d'attente, les Imagineers se sont amusés à traduire plusieurs indications en orébèche. Ce langage écrit est l'un des langages les plus utilisés de la galaxie. Il a été aperçu pour la première fois dans le film Le Retour du Jedi en 1983 sur l'écran de la seconde étoile de la mort au début du film. Chaque signe correspond à une lettre et l'alphabet orébèche est composé de 34 signes. Dans l'attraction, celui-ci est aussi affiché sur l'écran des destinations. Alors amusez-vous à les traduire quand vous y êtes. On lit ici par exemple « caution », soit « attention », mais aussi « passengers only » sur celui-ci, ou encore « Welcome » sur ce tableau. Au niveau du Star Speeder, on retrouve le chiffre 1401, déjà évoqué plusieurs fois dans ces vidéos sur les secrets de Disneyland Paris. 1401 fait écho à l'adresse d'Imagineering située au 1401 Flower Street à Glendale en Californie. On retrouve aussi ce chiffre sur le bas de l'appareil au niveau de ses cylindres. Enfin, toujours dans cette salle, vous entendrez également une référence à celui-ci avec l'appel à embarquement pour le vol 1401 à destination de Coruscant, la capitale de l'Empire. Avançons pour passer dans la salle du scan des bagages. Pour ceux qui ont connu la version originale de l'attraction, vous souvenez-vous de Rex, le pilote du Star Speeder? Le petit robot se trouve désormais dans cette salle sur le côté gauche de la file d'attente. Sa collègue, Roxanne,
Un autre personnage emblématique de Star Tours dans sa version originale est quant à elle caché dans l'une des boîtes, pas très loin de Rex. Le scan des bagages est justement l'un des moments avec le plus de secrets et clins d'œil aux univers Disney et Lucasfilm. Prenez vraiment le temps d'observer le contenu des bagages scannés, car chacun contient un élément insolite. Vous y verrez par exemple le chapeau de Mickey dans L'Apprenti Sorcier, celui du chapelier Toqué, celui d'Indiana Jones, ou aussi des gants de Mickey, la lampe d'Aladin, le robot Wall-E, Buzz l'éclair, et j'en passe. L'un des bagages cache même des easter eggs pour les plus anciens fans de Disneyland Paris parmi nous, Nai, le petit robot du Visionarium, évoqué plus tôt dans cette vidéo, ou encore le Major Domo et le Minor Domo de Captain EO, déjà évoqué dans ma série de vidéos sur les attractions disparues de Disneyland Paris. Captain EO était un spectacle présent à l'ouverture en 1992 qui se tenait en lieu et place de l'actuel Discoveryland Theater. Autre easter egg pour les fans des parcs Disney, Madame Léota, que l'on retrouve à Phantom Manor, se cache aussi dans l'un des bagages. À quelques mètres de là, 7 parois lumineuses laissent deviner des ombres bien familières. Parmi celles-ci, des unités R2, des Stormtroopers, des droïdes, C3PO et bien d'autres. Une fois à bord du Star Speeder 1000, au moment de la diffusion de la photo de l'espion recherché par l'Empire à l'écran, les plus vifs d'entre nous reconnaîtront le visage de George Lucas parmi ceux affichés rapidement. À bord, toujours, votre vol est le 1401. Encore. La sortie de l'attraction se fait par la boutique Star Traders, venue remplacer en 2017 l'ancien post-show. De celui-ci, il reste aujourd'hui encore l'écran de l'ancien Star Course sur lequel est animé le petit droïde qui aide Luke à s'entraîner au sabre laser dans Star Wars épisode 4. Enfin, dehors, le souci du détail a été poussé à son extrême par le service horticulture. La partie extérieure de la file d'attente oppose deux types d'arbres aux couleurs et formes particulières. Les bouleaux blancs font face aux cyprès verts qui sont élancés, symbolisant respectivement les Stormtroopers blancs et les Jedi et leurs sabres laser verts. Direction les mystères du Nautilus pour finir cette liste de secrets de Discoveryland. Inauguré en 1994 pour augmenter l'offre attraction de Disneyland Paris jugée trop pauvre à son ouverture, le Nautilus devait faire partie du concept abandonné de Discovery Mountain. L'attraction est inspirée du film 20 000 lieues sous les mers, une production Disney sortie en 1954 qui a d'ailleurs reçu 2 Oscars, celui des meilleurs effets visuels et celui de la meilleure direction artistique. Le film est dispo sur Disney+ si vous souhaitez le regarder, et ses effets restent bluffants pour une époque où la CGI n'existait pas. Pour les mystères du Nautilus, les Imagineers ont cherché à reproduire le plus fidèlement possible le vaisseau du capitaine Nemo que l'on voit dans le film de 1954. Le N, visible un petit peu partout autour de l'attraction, n'est d'ailleurs pas celui de Nautilus, mais celui de Nemo, le capitaine emblématique de ce monstre marin. À l'extérieur, avant de rentrer, autour du vaisseau, le lagon et ses remous nous laissent parfois croire que le Nautilus est en marche, prêt à plonger dans les profondeurs de l'océan. Juste avant l'entrée, ce panneau nous permet d'en savoir un peu plus sur les capacités du Nautilus. On y apprend entre autres que le Nautilus mesure 70 mètres de long, qu'il fonctionne à l'électricité et qu'il peut atteindre la vitesse de 50 nœuds, soit plus de 90 km/h. En théorie tout du moins. À l'intérieur, cette vitrine contient le trésor amassé par Nemo tout au long de ses voyages sous-marins, mais aussi une guitare fabriquée à partir de la carapace d'une tortue. Cette guitare est visible dans le film et elle appartient à Ned, le marin embarqué un peu malgré lui à bord du Nautilus. Plus loin dans la cabine, cette carte sur le mur est identique à celle consultée par les héros du film, et dans cette même salle, il y a une carte de Vulcania, l'île qui sert de base au capitaine Nemo. Dans les vitrines de la cabine du capitaine, la carte des Indes orientales date de 1794. C'est un véritable document historique. Le Nautilus de Disneyland Paris est donc une reproduction du sous-marin vu dans le film 20 000 lieues sous les mers. Cette reproduction du Nautilus était tellement réussie que des photographies de l'attraction avaient d'ailleurs été utilisées dans un des bonus DVD du film permettant de découvrir le Nautilus et de le visiter. L'orgue situé dans la dernière salle du Nautilus est une réplique exacte de l'orgue présent dans le film 20 000 lieues sous les mers. L'original a en revanche été installé dans Haunted Mansion en Californie. Notez aussi que le visage du capitaine Nemo, justement, apparaît régulièrement en haut de l'instrument dans les mystères du Nautilus. Allez, dernier secret en bonus, l'escalier en colimaçon à l'entrée de l'attraction est fait pour désorienter le visiteur, afin qu'il ne se rende pas compte qu'il part dans une direction opposée au Nautilus visible dans le lagon. En effet, l'intérieur est en fait situé dans un bâtiment annexe, derrière Discoveryland. Et voilà, on aura donc vraiment 100 secrets
un peu plus même, à Discoveryland, à Disneyland Paris. Ce qui nous fait donc au total 500 secrets et détails rien que pour le parc Disneyland. Qu'il s'agisse de références historiques ou culturelles, de vestiges du passé de Disneyland Paris ou tout simplement de clins d'œil pour les fans Disney, le parc Disneyland regorge définitivement de détails. Preuve, s'il en fallait vraiment, qu'il y a bien plus à voir que les attractions et personnages dans notre parc. Gageons maintenant que l'avenir lui sera bénéfique et que ces secrets ne disparaîtront pas au fur et à mesure. Car un diamant n'est beau que s'il est entretenu, n'est-ce pas? En tout cas, ces derniers chapitres des secrets de Disneyland Paris m'aura permis de me rendre compte que Discoveryland est définitivement mon land préféré, en dépit de ses trop nombreuses disparitions. Et que dire de ce land qui se sublime à la nuit tombée avec ses néons et ses lumières colorées? Il n'est pas parfait, c'est vrai, mais l'esprit vernien est encore là, et c'est ce que j'ai envie de retenir. Alors merci à vous d'avoir regardé cette vidéo qui vous aura, j'espère, fait découvrir beaucoup de secrets à Discoveryland. Dites-le moi d'ailleurs en commentaire si c'est le cas. Et pour ma part, j'ai beaucoup appris en la préparant. Ce fut encore une fois un vrai plaisir de plonger dans les secrets de fabrication du parc Disneyland. Alors n'hésitez pas à revoir les autres vidéos de cette série, avec les secrets de Main Street USA, de Fantasyland, de Frontierland et d'Adventureland. J'en ai presque des larmes dans tous mes yeux d'avoir fini ce chapitre. Si vous avez la ref, vous êtes un super fan, bravo. De mon côté, je vous dis merci vraiment car je sais que ces vidéos font partie de vos préférés et n'oubliez pas les pouces en l'air, c'est très important et ça me fait vraiment plaisir. Si vous êtes nouveau ici et que vous adorez les secrets et que vous voulez en savoir toujours plus sur l'histoire de Disneyland Paris, n'hésitez pas à vous abonner et en attendant, moi je vous retrouve très vite dans d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.